Pour faire une synthèse de cette présentation de la stratégie, nous allons conclure avec une définition fonctionnelle de la stratégie. Habituellement, lorsque l'on veut décrire un phénomène, on fait une définition classique. Classique, cela veut dire que l'on va définir un objet ou un phénomène par ce qu'il est. Par exemple, je vais définir une voiture en disant que c'est un ensemble de tôles avec des roues, un volant, un pare-brise, etc. La définition fonctionnelle est différente. Je ne vais plus décrire un objet par ce qu'il est, mais par ce qu'il fait, par ses fonctions. Par exemple, quelle est la définition fonctionnelle d'une voiture ? Eh bien, il s'agit d'un objet, quel qu'il soit, qui permet de se déplacer rapidement d'un endroit à l'autre dans des conditions de sécurité optimales. Proposer une définition fonctionnelle de la stratégie, c'est donc s'interroger sur les fonctions que doit remplir la stratégie dans l'entreprise. Cette définition fonctionnelle, nous allons la reprendre à Henri Mintzberg, qui a défini ce que l'on appelle les 5 P de la stratégie, par analogie bien sûr avec les 4 P du marketing. Selon Mintzberg, la stratégie a donc 5 fonctions essentielles. Première fonction, une fonction de planification, plan en anglais. Deuxième fonction, une fonction de stratagème, en anglais ploy. Troisième fonction, une fonction de modèle ou de modélisation, repris de l'anglais pattern. Quatrième fonction, une fonction dite de positionnement, position en anglais. Et pour finir, cinquième fonction, la fonction de perspective, perspective en anglais. La première fonction de la stratégie est une fonction dite de planification. La stratégie va avoir pour fonction de préparer l'entreprise au long terme, préparer l'entreprise à l'avenir. C'est ce que nous présentions en disant que parmi les invariants stratégiques, l'un d'entre eux était la vision multifocale et nous disions dans cette vision multifocale que l'entreprise devait voir loin. Cette fonction de planification repose sur l'idée que l'entreprise a une capacité à influer sur son environnement. Autrement dit, grâce à sa stratégie, elle va pouvoir construire ou en tout cas amender ou modifier son environnement concurrentiel. On peut citer l'exemple d'Apple qui, avec l'iPad, a choisi de créer en quelque sorte un nouveau segment de produits en positionnant cet iPad entre les smartphones et les ordinateurs portables. And we'd like to show it to you today for the first time. And we call it the iPad. On dit qu'il s'agit d'une approche analytique. L'entreprise va s'efforcer de programmer sa stratégie. Il est donc possible de dominer l'environnement et la stratégie va être le vecteur par lequel l'entreprise va essayer de créer cette domination. Deuxième fonction, la fonction de stratagème. L'idée est que l'entreprise, pour effectuer sa stratégie, n'a pas toujours besoin de faire des actions réelles, de créer un nouveau produit, d'abaisser son prix. L'idée de stratagème, c'est reconnaître que l'entreprise évolue dans un environnement concurrentiel. On peut donc essayer, pour rendre une stratégie plus efficace, de convaincre les autres parties prenantes et de convaincre également les concurrents
que l'on va agir d'une certaine façon sans nécessairement mettre en œuvre des actions précises. On va essayer en quelque sorte d'influencer l'environnement plutôt que d'agir directement sur lui. Pour définir cette fonction de stratagème, on utilise une représentation avec deux variables. On peut considérer que la stratégie peut être réelle ou virtuelle. Et deuxième fonction, on peut considérer que la stratégie peut être offensive ou défensive. On a donc 4 stratégies possibles. 2 stratégies réelles, la stratégie offensive où l'entreprise prend l'initiative et la stratégie défensive où l'entreprise réagit. Exemple d'une stratégie offensive, l'iPad. Exemple d'une stratégie défensive, le fait de baisser les prix, par exemple, lorsqu'un concurrent baisse les prix. La fonction de stratagème se retrouve, elle, plutôt dans ce que l'on appelle la dimension virtuelle de la stratégie. Et on peut également définir 2 stratégies virtuelles. Une stratégie offensive dite de persuasion et une stratégie plus défensive dite stratégie de dissuasion. Première de ces stratégies virtuelles, reposant sur l'utilisation de stratagèmes, la stratégie de persuasion. On peut prendre 2 exemples de cette stratégie de persuasion, tous deux tirés de l'histoire militaire. Le premier exemple, c'est Napoléon lors de la victoire d'Austerlitz. Napoléon était opposé à une force plus importante en nombre et il a essayé de faire croire à ses ennemis qu'il était en position de faiblesse. Comment ? En proposant de négocier, en retirant des troupes. Les ennemis autrichiens et russes, se croyant en position de force, ont mené une offensive et, en utilisant cette offensive, Napoléon a pu remporter la bataille. Deuxième exemple de stratégie de persuasion, plus proche de nous, la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont essayé de faire croire aux Allemands que le débarquement, prévu normalement en Normandie depuis quelques années, devait se dérouler dans le Pas-de-Calais. Comment ont-ils fait pour persuader les Allemands de cet état de fait ? Eh bien, ils ont également utilisé un certain nombre de stratégies. Des agents infiltrés, mais également une fausse armée qui avait été bien évidemment massée proche des côtes anglaises, autrement dit en direction du Pas-de-Calais. Pourquoi une fausse armée ? Eh bien parce qu'à l'intérieur de cette armée, tout était faux. Les chars d'assaut étaient gonflables, les canons étaient des canons en bois. Après la guerre, les Alliés ont eu, suite évidemment à l'accès aux archives allemandes, la preuve que finalement cette stratégie de persuasion avait marché et que les Allemands étaient persuadés que le débarquement aurait lieu finalement dans le Pas-de-Calais. Dans l'entreprise, comment peut-on persuader un concurrent ou persuader un marché ? Eh bien, évidemment, les méthodes sont différentes. On peut essayer de persuader un concurrent, par exemple, par des interviews données à la presse spécialisée, dans laquelle le PDG va dire ne pas être intéressé par un secteur ou ne pas être intéressé par un marché, alors qu'au contraire, tout est prêt pour essayer de progresser dans ce marché. Deuxième stratégie virtuelle, la stratégie de dissuasion. Il s'agit cette fois d'une stratégie plutôt défensive. Autrement dit, on n'essaye pas de persuader les concurrents que l'on va agir d'une certaine façon
pour agir d'une autre, on va essayer de les prévenir. Plus exactement, on va essayer de les convaincre qu'il ne faut pas qu'ils attaquent le marché ou l'entreprise, car s'ils le font, ils devront subir des manœuvres de rétorsion qui finalement rendront leur attaque beaucoup plus difficile ou impossible. C'est l'exemple des grandes entreprises cotées en bourse sur le marché français, sur le CAC 40, qui, quasiment toutes, utilisent un certain nombre de techniques financières destinées à limiter ou empêcher les attaques, par exemple par des offres publiques d'achat, autrement dit des tentatives de rachat de leur entreprise en utilisant les actions disponibles sur le marché boursier. Quelles sont ces techniques? Elles sont assez nombreuses. Ces stratégies ont en quelque sorte 3 dimensions. On peut essayer de prévenir l'attaque en étant prévenu le plus vite possible que l'on risque d'être attaqué. Et si l'attaque survient, on peut utiliser d'autres moyens qui vont retarder ou complètement empêcher la prise de contrôle en utilisant là aussi des techniques spécialisées.